Salut Joël. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, on a eu Carole Chatelain que toi t'avais proposé. C'était une super proposition. C'était vraiment une discussion très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de plus? Ah bah écoute, moi j'ai le livre de Carole Chatelain avec moi en permanence. C'est un repère Mhm. pour moi. C'est pas, on va pas dire une Bible, mais c'est un ouvrage où l'empathie est vraiment bien développée. Et donc pour moi c'est un outil de travail très très important. Et d'ailleurs on va en parler justement dans le podcast. Comment on développe son empathie? Parce que Mhm. c'est plus ou moins les personnes l'ont. C'est la personnalité en fait de la personne où on peut avoir être plus ou moins empathique, mais on peut aussi développer cette posture, on va dire, hein. Pour le médiateur, c'est très important. Et donc Carole va nous aider un petit peu à cheminer vers Mhm. le cerveau, comment notre cerveau en fait fonctionne d'une façon empathique et comment c'est important aussi pour le médiateur de développer cette posture-là. Et voilà, donc c'était très enrichissant, comme tu dis, Pascal. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute du podcast et on dit à bientôt. C'est ça. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Salut Carole. Salut Joël. Bonjour Bonjour. Pascal. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Très bien. Parfait. Ça fait plaisir de vous avoir. Surtout Carole, notre invitée. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Médiation, comment développer son empathie, les ressources du cerveau. Je trouve ça un beau titre. Merci. Et puis, on se réjouit beaucoup d'en discuter avec toi aujourd'hui sur le livre. Puis au-delà, on va mettre le lien. Ah, voilà, le Là, je livre, peux peut-être super. montrer pour ceux qui regardent sur YouTube le livre de Carole avec plein de petites pépites et d'informations intéressantes autour de voilà l'empathie et comment en fait notre cerveau réagit, fonctionne et les ressources qu'on peut aller chercher aussi pour la développer cette empathie parce qu'elle n'est pas peut être innée peut-être mais on peut aussi la développer et on va voir comment justement avec toi Carole. Peut-être que tu peux commencer à te présenter un petit peu. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Plaisir. Ça me réjouit. C'est un livre récent hein, qui date de 2021, qui fait référence aux dernières techniques de neurosciences. Pour me présenter assez brièvement, moi, de profession, je suis journaliste. J'ai longtemps été rédactrice en chef de revues scientifiques et j'ai été également directrice de rédaction de revues scientifiques. Donc, c'est à ce titre que je me suis intéressée bien évidemment aux sciences. Et puis, je me suis formée à la médiation à l'IFOMEN, à l'Institut catholique de Paris. Et là, j'ai découvert l'intérêt que les neurosciences pouvaient avoir à regarder un petit peu ce qui se passe dans le processus de médiation. Mhm. Et lors de mon mémoire de fin de cycle, j'ai eu cette idée de faire ces recherches sur empathie et médiation, recherche qui n'existait pas. Donc, en fait, je suis à la fois une journaliste scientifique et une médiatrice. J'en profite surtout pour dire que je suis une médiatrice qui ne pratique pas, puisque mon temps professionnel est occupé par ma profession. Donc, Mhm. je n'ai pas de pratique de médiation, mais je m'y suis vraiment intéressée parce que c'est une matière passionnante. Voilà. Et j'ai fait donc toute ma carrière dans le journalisme et depuis de longues années dans le journalisme scientifique. Voilà. Mhm. Alors, je crois que ça se cumule assez bien la pratique de médiation de journalisme. Typiquement, il y a des outils, je crois qu'on utilise, hein, que sont assez similaires. Parfois, les bons journalistes, j'entends des pratiques de quasiment de médiateurs, de médiatrices, des questionnements, d'approfondissement, Oui, etc. bien sûr. Il y a des Ouais. outils hein, qu'utilisent les journalistes à l'écoute aussi, active, hein.
Il y a beaucoup, je m'en suis rendu compte, il y a beaucoup de points communs entre le métier de journaliste et puis le métier de médiateur. Bon, évidemment, il y a beaucoup de différences. La neutralité, notamment, ou des choses comme ça, ne sont pas forcément fondamentales dans la pratique du journalisme, mais dans l'écoute active, effectivement, dans la Mm, façon dont qu'il faut avoir d'aborder son interlocuteur, de le faire parler, une sorte de maïeutique en quelque sorte. Il y a beaucoup de points communs, effectivement. mm, Et je mm, pense qu'un bon journaliste est un journaliste qui devrait s'intéresser aux méthodes de la médiation, notamment pour mm, ces interviews, c'est clair. mm, Mhm, mm. tout à fait. Et tu as grandi au Tchad, hein, c'est ça? Alors, j'ai eu une vie un petit peu nomade, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vécu très longtemps et qui ont travaillé très longtemps à l'étranger. Donc, je suis effectivement née au Tchad. Et puis ensuite, j'ai vécu très longtemps à Madagascar. Et ensuite, pour des raisons de santé, nous devions aller, mon père devait aller construire la base de lancement de Kourou en Guyane. Et finalement, ben, nous ne sommes pas allés en Guyane, nous sommes rentrés en France et depuis, j'ai plutôt pratiqué le voyage professionnel puisque j'ai longtemps travaillé aussi à la revue Géo et donc j'ai beaucoup voyagé et fait des reportages pour cette revue que tout le monde connaît. Donc je suis une voyageuse dans l'âme. Ben, nous allons voyager justement là, au cœur de l'empathie Dans le cerveau. Là, c'est un voyage intérieur. Un aujourd'hui. grand univers, hein, le cerveau. Et c'est vrai que c'est une partie assez fascinante, moi je trouve, quand on parle d'émotion, d'empathie. Il se passe tellement de choses en fait dans notre cerveau, et plus on s'y plonge, plus on trouve que c'est complexe. On essaie, enfin on commence à comprendre peut-être des brides, mais c'est tellement vaste, c'est tellement riche. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement, Carole, sur sur l'empathie déjà? Et Alors déjà, si tu me le permets, Joël, je voudrais te dire comment je suis arrivée à cette idée de faire, enfin, à l'idée de faire ce livre, c'est que en fait, je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune recherche sur empathie et médiation. Euh, Hmm. L'empathie, une émotion, enfin, ou plutôt une posture que les chercheurs, à laquelle, ça y est, je vais y arriver, à laquelle les chercheurs s'intéressent depuis quelques années seulement, mais il s'y intéresse beaucoup dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui le care, c'est-à-dire dans le monde du soin, puisqu'évidemment le rapport soignant-soigné est aussi un rapport d'empathie, et les médecins auraient grandement intérêt aussi à s'intéresser aux méthodes de la médiation notamment et d'autres pour exercer leur métier, ce qui est loin d'être le cas encore aujourd'hui, puisqu'on entend chacun dans son quotidien des choses qui parfois étonnent hein, sur la façon dont les médecins aborde ou annonce certaines mauvaises nouvelles, on se dit qu'il ferait bien de pratiquer certaines techniques qui Mm, éviteraient certains chocs. Bref, donc j'ai trouvé quelques études, pas mal d'études même sur empathie et soins, mais il n'existait évidemment rien sur empathie et médiation. Et donc j'ai fait le pari de cette transposition en me disant que il fallait creuser cette piste. Et donc, je suis une sorte de pionnière puisqu'il n'existe pas de travaux sur ce point, hormis quelques petits articles par-ci par-là qui commençaient à explorer à explorer le problème. Et donc, je suis vraiment partie défricher ce terrain. Et j'ai trouvé des choses formidables. Alors, ce que je dis bien en introduction de mon livre et en conclusion, c'est que ce ne sont que des pistes que je propose, mm, des hypothèses de travail, puisque donc les chercheurs n'ont pas travaillé directement sur les médiateurs et les médiatrices, mais donc j'ouvre des perspectives et si par la suite d'autres personnes, d'autres médiateurs ou médiatrices voulaient poursuivre ces travaux, ce serait vraiment intéressant. mm. T'as appliqué quoi comme méthode de recherche? Donc, tu avais les études sur l'empathie, tu avais des connaissances de médiatrice, et puis que tu as... Alors exactement, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu fini ma formation de médiatrice, où donc j'ai comme tout un chacun appris un certain nombre de techniques, et comme j'avais tout ce background de journaliste scientifique et d'intérêt pour les neurosciences, sur lesquelles on pourra revenir, je me suis dit qu'il fallait faire le lien et utiliser les techniques du journaliste, c'est-à-dire du journaliste scientifique, c'est-à-dire que je suis formée à aller chercher les études, je suis formée à Mhm, savoir où aller les chercher,
Mhm. Je suis formée à savoir les lire, c'est-à-dire qu'une étude scientifique, on apprend à la lire, ça ne se lit pas comme n'importe quel autre document. Il y a des codes à connaître. Évidemment, il faut pratiquer l'anglais et l'anglais technique parce que la plupart des études sont effectivement en anglais. Donc j'ai su trouver les ressources où trouver l'information. Et ensuite, avec ma connaissance que j'avais des neurosciences, j'ai su aussi tendre des ponts entre les différentes disciplines. Donc c'est vraiment cette formation à la fois de journaliste, mais de journaliste scientifique et de médiatrice qui m'a permis de faire ce travail. Sans cette formation complète, ça n'aurait pas été possible. Donc là, c'est quelque chose aussi d'important à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau quand on est empathique? Alors, effectivement, déjà, alors Joël me posait la question, qu'est-ce que l'empathie? Alors, il faut vraiment, là, c'est une question fondamentale parce que le mot, c'est un mot courant. Tout le monde connaît l'empathie, tout le monde a l'habitude de dire oh ben j'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est très, je la trouve très empathique, je la trouve du coup très sympathique, etc. Donc il y a une utilisation dans le langage courant du mot empathie dont je me suis rendu compte qu'elle n'était pas exactement similaire à l'usage qu'en faisaient les chercheurs. L'empathie dans le monde de la recherche, ça n'est pas du tout ce que pense le grand public qui a tendance à la confondre avec la sympathie. Alors, je pense que pour définir l'empathie, il faut partir d'une sorte de triangle, si l'on veut. Enfin, il y a trois mots à connaître et à bien distinguer, en science en tout cas, dans ce monde-là de l'empathie. C'est tout d'abord, alors on peut imaginer donc un triangle avec une base qui serait la compassion. Donc, premier niveau, puis après on reviendra dans le. Voilà, Mhm. exactement. On Mhm. reviendra Propose, dans hein. le détail, mais il y a la compassion émotionnelle, donc c'est un partage d'émotions avec autrui. Puis il y a la sympathie, qui est un partage électif d'émotions avec autrui. Et puis il y a l'empathie, qui est un autre degré encore de relation à l'autre et qui est un degré vraiment très élevé dans ce qu'on appelle le degré cognitif. Cognitif, c'est tout ce qui a trait au fonctionnement du cerveau, à ses capacités. Donc l'empathie est un haut degré cognitif, demande un gros effort à notre cerveau et c'est une posture tout à fait particulière qui est à la fois un élan vers l'autre, mais également une retenue vers soi. On aura l'occasion de détailler cela, mais donc c'est un état qui est assez difficile à obtenir. Et quand on dit dans le grand public cette personne est empathique, pas forcément. Cette personne, on confond souvent ce mot avec cette personne est sympathique, ouverte aux autres, mais ça n'a rien à voir avec une éventuelle personne empathique au sens où nous avons besoin de le savoir pour pratiquer la médiation. Oui, parce que la sympathie, en fait, c'est quoi exactement? Par exemple, la sympathie, on va aller aider, en fait, Voilà, l'autre, tout à aller fait. Alors, là, partager des on peut émotions. commencer par la base du triangle que tu montrais, Joël, qui est la compassion. Alors, la compassion, c'est quelque chose d'extrêmement courant et qu'on connaît tous, et qui est simplement dû à la façon dont nos neurones sont constitués. C'est que lorsque, par exemple, quelqu'un a un fou rire, forcément, ou enfin pas forcément, mais normalement, On peut on difficilement se attrape, retenir. voilà, on attrape également un fou rire. Lorsqu'une foule est en liesse, généralement, on est en liesse également. On est contaminé, d'ailleurs, un chercheur parle de virus. Hein. C'est comme un virus, la contagion émotionnelle. On est touché par l'état de l'autre. Et ça, c'est un premier degré assez basique du fonctionnement de notre cerveau, puisqu'on peut revenir aussi sur la constitution, ce qui constitue notre cerveau, et notamment les neurones miroirs. C'est-à-dire que notre cerveau est composé, comme chacun le sait, de plusieurs milliards de neurones qui sont ces cellules qui nous permettent de raisonner en fait. Hein, c'est nos cellules nerveuses cérébrales. Et parmi cette grande famille de neurones, puisque nous en avons des milliards, et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'en contrairement à une idée reçue, nous ne les perdons pas au cours de notre vie, nous en fabriquons tous les jours de nouveau grâce au ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Oui, Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est extrêmement important parce que ça permet justement, et on le verra sans doute à la fin de notre entretien, comment on peut travailler son empathie. C'est justement parce on peut changer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On peut changer la conformation de notre cerveau grâce
à cette plasticité, donc la fabrication de nouveaux neurones, qu'on peut le faire. Nous avons ce qu'on appelle des neurones miroirs qui sont là pour analyser ce qui se passe autour de nous et notamment le comportement de l'autre. Et quand on est en compassion émotionnelle, nos neurones miroirs, en quelque sorte, imitent le comportement de celui qui est face à nous. Et donc, ben voilà, tout simplement, on partage totalement son émotion, on rit avec lui, on pleure avec lui, on s'amuse avec lui, on est heureux avec lui ou pas. Compassion, la base. Ensuite, il y a la sympathie. Alors, la sympathie, c'est quelque chose d'électif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sympathique avec tout le monde. Il y a déjà un choix. Mais la sympathie, c'est un élan vers autrui et c'est un élan pour plutôt venir en aide à autrui. Quand on a de la sympathie pour quelqu'un, c'est qu'on a cet élan vers cette personne, on la trouve agréable. Et quand on est dans un contexte de médiation ou dans un contexte de soins, on veut lui venir en aide. Et donc, on va essayer de faire quelque chose pour lui. On va essayer de réfléchir à sa place, de lui faire des propositions, de lui donner des conseils, de l'aider en quelque sorte. Et c'est une position, là aussi on le verra peut-être tout à l'heure sur l'imagerie médicale a montré qu'il y a une différence de fonctionnement du cerveau entre ce qu'est la compassion et ce qu'est la sympathie. Ça n'est déjà pas les mêmes neurones qui sont mis en activité. La sympathie est déjà un degré cognitif un peu plus élevé, demande un peu plus de travail au cerveau si on veut parler simplement que la compassion. Mais c'est pas la position que doit avoir un médiateur. Parce qu'un médiateur, si il a envie d'aider ses médiants, moi j'emploie le mot médian et non médié, mais s'il a envie d'aider ses médiants, ça n'est pas tout à fait ce qu'on lui demande, parce qu'il va perdre sa position de neutralité. On ne lui demande pas d'aller au secours de ses médiants. Voilà. Donc la sympathie n'est pas une bonne position pour les médiateurs. Et vient ensuite donc le troisième degré, et là aussi dans l'imagerie cérébrale, on voit bien qu'il se passe quelque chose de différent, vient le degré de l'empathie. Et à ce moment-là, le médiateur ou la médiatrice est toujours dans cet élan vers l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, il est en écoute attentive, il fait très attention à ce qu'il lui dit, ce qui lui est exprimé, ce qui lui est même montré de façon non verbale, mais à la différence de la sympathie et de la contagion, il a la capacité cérébrale de rester à sa place. C'est-à-dire, il n'est pas embarqué par l'émotion d'autrui, il a la capacité de rester ce qu'il est et d'analyser la situation et du coup d'être beaucoup plus efficient et efficace pour travailler puisqu'il garde totalement sa place de personne neutre qui est à l'écoute d'autrui. Et ça, c'est une position qui se travaille, c'est une position qui est difficile à obtenir, hein. On n'entre pas en empathie immédiatement quand on rentre dans une salle. Il faut une petite mise en jambe, si je puis m'exprimer ainsi pour le cerveau. Et c'est parce que le cerveau, on peut peut-être l'exprimer de façon relativement simple en disant que le cerveau, il n'aime pas beaucoup travailler parce que le cerveau, c'est quand même l'organe qui consomme le plus d'énergie pour l'organisme. Et le but d'un organisme, c'est de consommer le moins d'énergie possible pour durer, pour être dans la durée. Or, si vous faites travailler vos fonctions cérébrales, même au repos, vous consommez du glucose. C'est un très très gros consommateur du glucose du cerveau. Et plus vous le faites travailler, plus il consomme. Donc plus il va résister à cette consommation. L'organisme va tout faire, y compris cérébralement, pour faire en sorte que la machine travaille en utilisant le moins d'essence possible. Et donc ça donne par exemple c'est ce qu'on appelle les biais, c'est-à-dire que nous avons tous des biais cognitifs, nous avons tous des automatismes, ce que les scientifiques appellent des heuristiques, c'est-à-dire que nous faisons tous des raccourcis de pensée qui évitent au cerveau de trop travailler. Bon, tout ça, ça ne va pas dans le sens de l'empathie. Donc l'empathie, justement, c'est essayer d'éliminer tous ces biais, essayer de rester le plus concentré possible dans une écoute attentive, et tout ça, c'est très, très consommateur d'énergie, de glucose. C'est pour ça que chaque médiateur, médiatrice, quand il sort d'une session de médiation,
Il est bien lessivé, oui, en Il est bien effet. lessivé. Voilà, exactement, il est bien lessivé, mais ça s'explique physiquement. Mm. Donc, ça veut On dire, si comprend je un peu comprends, mieux, là. Mm. donc ça veut dire on garde une certaine distance, hein, c'est ça? Alors, en imagerie médicale, on voit très bien, ça a été démontré dans les études des scientifiques sur le soin, hein, le rapport soignant-soigné, on voit très bien que la personne qui est en compassion allume en quelque sorte les neurones qu'on appelle les neurones miroirs, hein, donc Mhm. qui sont des neurones où on peut on peut prédire, on essaye de prédire le comportement de l'autre, on essaye de prédire les mouvements de l'autre, donc on est dans une sorte de reflet, de reflet de l'autre. Donc les neurones miroirs, c'est une découverte qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années, c'est très très important dans le monde des neurosciences d'avoir découvert ces neurones-là. Mais ensuite, quand on entre en sympathie, on active des zones qui sont plus évoluées en quelque sorte dans notre cerveau. C'est le même circuit au départ, donc c'est la compassion. Ensuite, s'allument d'autres zones quand on entre en sympathie, hein, qui sont des zones du cortex un peu plus évoluées. Et quand on arrive à rentrer en empathie, ce sont encore d'autres zones qui s'allument en plus des précédentes et qui sont des zones comment on pourrait exprimer ça, de rétro-pédalage et d'auto-concentration. C'est vraiment des zones du cerveau qui sont dédiées à notre propre concentration et donc qui freinent cet élan qu'on pourrait avoir vers l'autre. C'est vraiment des zones qui sont de la conscience de soi-même. Donc le médiateur, quand il entre en empathie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est conscient de qui il est et de la place qu'il occupe. Il n'est pas emporté. Et c'est important l'empathie parce que ça évite par exemple le burn-out. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un burn-out en soins Mm. ou un burn-out? C'est on est beaucoup trop emporté par ce que l'on voit. Enfin, un médecin en burn-out, c'est un médecin qui est beaucoup trop touché par ce qu'il voit tous les jours. Une infirmière en burn-out, c'est la même chose. Un médiateur, pardon, peut être totalement touché par l'histoire qu'il entend et par les histoires qu'il entend à longueur de journée. S'il entend en empathie, il ne le sera pas. C'est vraiment un outil professionnel. Il ne devrait pas l'être, ou en tout cas, il devrait beaucoup mieux y résister. Et tu parles de conscience de soi, de travail sur soi, en fait. C'est ça le secret, c'est qu'en fait, en tant que professionnel, nous Oui. avons le devoir même de faire ce travail-là pour avoir la bonne distance. Alors, si on est, alors la nouvelle aussi, et elle est bonne et elle est mauvaise à la fois, c'est qu'on ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'empathie. On n'a pas tous la même facilité à entrer en empathie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça se travaille. Mais avant d'expliquer comment on peut travailler son empathie, je crois que ce qui est important à dire aussi dans le processus, et c'est ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que dans le processus de médiation, je m'interrogeais de savoir pourquoi ça fonctionnait, le processus de médiation. Pourquoi le fait que de mettre des personnes en conflit ensemble face à quelqu'un de neutre, qui généralement ils ne connaissent pas, et qui ne va pas leur apporter les solutions, qui va juste les aider à faire émerger la solution, pourquoi ce processus fonctionne la plupart du temps. Et en fait, je me suis rendu compte aussi, c'est parce que non seulement le médiateur ou la médiatrice doit effectivement faire fonctionner d'une façon particulière son cerveau, mais le processus agit sur celui des médians. C'est-à-dire que par tout ce que va faire le médiateur, bien évidemment, il y aura des répercussions psychiques, psychologiques, mais aussi cérébrales. C'est-à-dire qu'il se déroule au cours du processus de médiation des changements dans le cerveau des médians qui va les aider eux aussi, à un moment donné, à, à entrer en empathie. Euh, Mhm. et c'est ce qui permet, c'est cette entrée en empathie des médians qui permet ce fameux moment qu'on appelle le point de bascule, euh, où enfin les médians sont susceptibles de s'écouter l'un l'autre, c'est-à-dire d'être accessibles à la parole de l'autre. Et ça, c'est là aussi tout un processus que j'ai essayé de décrypter, les étapes du travail du médiateur sur les médians et les étapes cérébrales de ce processus. Et tu parles beaucoup aussi, enfin dans le livre, beaucoup, peut-être pas, mais il y a une partie du livre qui est dédiée aussi aux travaux de Carl Rogers, Oui, qui est en fait
psychologue très connu, hein, américain. Oui. Il a beaucoup travaillé hein, sur la cognition sociale et il parle de rentrer en fait dans le cadre de référence de l'autre. Oui, Et alors lui, c'est un psychologue, donc il utilise des termes de psychologie. Donc effectivement, le fameux entrer dans le cadre de référence de l'autre, c'est ce que les scientifiques, eux, appellent l'empathie. Effectivement, c'est exactement ça. Et alors ils utilisent un autre vocabulaire, les chercheurs, et j'en profite aussi pour dire que en empathie, les chercheurs les plus avancés actuellement sont évidemment les Américains qui ont beaucoup mené d'études, mais les Français. Les Français sont des grands spécialistes aussi de l'empathie. Moi, j'ai eu l'opportunité d'interviewer des jeunes chercheuses françaises. Il y a aussi des chercheurs référents qui sont français et qui travaillent aux États-Unis sur ces questions-là. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est ce fameux entrer dans le cadre de l'autre, ça veut dire, alors c'est amusant parce que quand on regarde, les chercheurs se sont amusés, entre guillemets, à regarder comment fonctionnait cette entrée en empathie, cette entrée dans le cadre de l'autre, et notamment de façon gestuelle. Et ils se sont rendus compte, pardon, que quand deux personnes discutent ensemble, en face à face, lorsqu'une personne est en sympathie, la personne va être en miroir par rapport à l'autre, c'est-à-dire que si la personne, je ne sais pas, met sa main, enfin, l'interlocuteur met sa main comme ça, sans son bras droit, de cette façon-là, et discute, son interlocuteur en sympathie va, lui, également, être en miroir, mettre son bras droit de la même façon. Lorsqu'il entre en empathie, c'est très différent. Il change sa posture physique et c'est son bras gauche qu'il va mettre d'accord. sur son visage. C'est-à-dire il va rester à sa place, il va pas être en miroir de l'autre. Il va le comprendre, ses neurones miroirs vont se mettre à travailler, mais lui, sa posture, et ça a été étudié par une jeune chercheuse française, ne va pas être une copie de ce qu'est en train de faire l'autre, mais va être vraiment une action de sa part. Et ça, c'est vraiment assez passionnant de voir que gestuellement, on peut se rendre compte en langage non verbal quand une personne est en empathie ou en sympathie. Et ça, c'est... Ça, on y pensera, hein, Carole, hein. Je pense Ah que bah, hein, je vais faire très attention à la façon où je mets ma main, en fait, et la gauche ou oui, la mais droite. on dit, il y a toutes ces techniques aussi, enfin, là où on frise la manipulation mentale, où on dit quand on veut convaincre quelqu'un, Et il faut moi. faire ces mêmes gestes, etc. Enfin bon, ça, c'est des techniques qui sont enseignées dans le marketing ou dans le Mm. commerce, etc. Oui, mais c'est beaucoup plus subtil dans nos métiers. Faut Le pas imiter pacing. les gestes de l'autre, faut rester qui nous sommes. C'est le pacing, je crois, en anglais, on appelle ça. Non. C'est possible. Ouais. Super. Donc là, tu nous as déjà donné un outil sur euh, voilà, comment se positionner, de ne pas faire copie, mais plutôt d'avoir son propre un miroir, tu as dit, je crois. Hein, Oui, oui, à ne pas être en de- miroir, justement, mais être à sa place, d'ailleurs, ne pas imiter ce que fait l'autre. Hmm. Voilà. Mhm. Est-ce que tu as Euh, d'autres outils? Oui, vas-y, Joël. je reviens sur le livre parce qu'il y a voilà, il y a des passages qui m'ont beaucoup interpellée et je trouve c'est très intéressant, par exemple, que Carl Rogers, justement, parle du comme si. Et ça, Oui, c'est garder en tête, en fait. oui, Ah, oui, tout à fait. Alors, la définition du comme si, tu as raison de le rappeler, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire que euh, il faut bien que le médiateur ou la médiatrice fasse comme si, pour entrer dans le cadre de référence de l'autre, mais il n'est pas. C'est-à-dire, alors, par exemple, on se rend compte en imagerie médicale que, et là je prends la position des médians, que quand les médians sont en souffrance, euh, psychologique, les zones qui s'allument dans le cerveau sont les mêmes que la souffrance physique. Hein. C'est une souffrance psychologique est une souffrance physique. C'est pareil. Mais le médiateur ou la médiatrice, lui, il ne doit pas, sauf en contagion émotionnelle, souffrir comme la personne qu'il a en face de lui. Il doit faire
comme si, c'est-à-dire que c'est ces fameux rétrofreins qu'il a mis en œuvre dans l'empathie qui vont l'empêcher de, d'être en miroir total avec celui qu'il a en face de lui, ou celle qu'il a en face de lui, et qui va lui permettre justement de travailler et de faire efficacement son travail de médiateur. Et ce que disait Carl Rogers, les chercheurs le traduisent de la même façon. Ils ont des définitions de l'empathie qui sont très proches, hein, elles sont légèrement différentes, mais Carl Rogers avait donné parfaitement la définition de ce qu'est l'empathie sans la donner de façon neuroscientifique. Est-ce que tu peux partager d'autres outils ou c'est en fait c'est beaucoup une posture, hein, c'est plus une Oui. posture que des outils. Donc, Alors, Ça se travaille, en fait, ça se travaille. Comment, justement? Alors ça se travaille. Alors ça se travaille. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes plus ou moins empathiques. Et on n'entre pas en empathie en poussant la porte de son bureau. Je me souviens avoir discuté avec des médiateurs ou des médiatrices qui disaient que avant d'entrer en médiation, ils allaient faire 3 fois le tour du pâté de maison, ils allaient faire un peu de sport ou bon, ils se mettent en condition. Et ça, de façon neuroscientifique, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, il y a des pratiques et des pratiques corporelles qui aident à cette mise en empathie. Et ça a été démontré notamment aux États-Unis par des études qui ont été faites sur des centaines comment, Médiateur. je cherche le mot, des personnes qui méditent. Comment est-ce qu'on appelle les personnes qui ah, méditent? Qui C'est font pas des la méditation. méditateurs, mais euh, sur des personnes qui pratiquent la méditation voilà. et tout particulièrement sur les bons, les pratiquants du bouddhisme et aussi particulièrement, et merci à lui de s'être prêté plusieurs fois à l'exercice, au fameux moine Mathieu Ricard, que tout le monde connaît et qui a accepté de nombreuses fois de mettre un casque de capteur neuroscientifique sur sa tête pour qu'on puisse étudier son fonctionnement. Et on se rend compte, en fait, en étudiant le cerveau des grands méditants, voilà, ça y est, je viens de retrouver le mot, des grands méditants, qu'ils sont dans ces postures que les zones qui s'allument dans leur cerveau quand ils méditent sont les postures de l'empathie. Et sont les mêmes zones que celles de l'empathie. Et c'est une espèce d'écoute extrêmement profonde, de conscience extrêmement précise de soi, et on se dit que, du coup, la pratique de la médiation, ça aussi sont des études, enfin d'autres études scientifiques qui le montrent, la pratique de la médiation et de la méditation ou du yoga, enfin toutes ces postures similaires sont des bons entraînements pour un médiateur ou une médiatrice. Il Je apprend pense là oui. à maîtriser une forme de pensée qui lui sera favorable lorsqu'il pratiquera son processus de médiation. C'est une vraie aide parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'à force de pratiquer certaines choses, le cerveau trace des autoroutes entre ces neurones, crée des nouveaux chemins, et donc c'est plus facile ensuite de les remettre en fonctionnement quand on les a beaucoup pratiqués. C'est comme quand on défriche un chemin dans une jungle. Bon, bah, le début c'est compliqué, puis au bout d'un moment, on l'emprunte ce chemin. C'est plus simple une fois qu'il est tracé. Donc, la pratique de la méditation et du yoga, c'est un très bon conseil qu'on peut donner Ah oui, aux médiateurs ou aux médiatrices pour je pense. s'entraîner Oui, oui. à se mettre dans ces états cérébraux. Il y a aussi également le sport, hein, qui est là aussi des études l'ont démontré, le sport, la façon dont le cerveau génère, puisque tout ça il n'est que chimique. Là aussi, je fais une parenthèse. Quand j'ai fait cette étude sur neurosciences et médiation, je ne dis pas que je détiens et que les neurosciences détiennent la vérité sur le fonctionnement des médiateurs et des médians. Ils détiennent une part
de ce qui se passe, hein. Je ne prétends pas expliquer par les neurosciences et par le fonctionnement du cerveau tout le déroulé du processus de la médiation. Il y a bien évidemment bien d'autres aspects qui entrent en jeu, psychiques, psychologiques, etc. Mais ce sont des pistes. Donc, bref, le sport, la pratique du sport est aussi par la sécrétion d'hormones qu'elle entraîne dans le cerveau, un bon entraînement à cette posture plutôt relâchée, plutôt non stressée Mm. que demande la position du médiateur. Parce que le stress, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quelque chose qui est central dans le processus de médiation. Et tout le travail du médiateur sur le cerveau de ces médians, c'est de faire baisser le niveau de stress par son écoute attentive, par sa posture empathique. Et quand le niveau de stress, parce que quand vous êtes en conflit depuis des années face à quelqu'un, euh, vous êtes extrêmement stressé. Et le stress, c'est de la sécrétion d'hormones particulières qui c'est fondamental pour un être humain d'être stressé, puisque ça vous permet, par exemple, de ne pas vous faire écraser par une voiture. Hop, tout de suite, si vous voyez que vous traversez qu'une voiture qui arrive trop vite, tout de suite, hop, un coup de stress va vous sauver la vie, parce que ça, c'est le stress temporaire, c'est un bon stress. Le mauvais stress, c'est le stress permanent. Donc c'est le stress des conflits. On y pense souvent, on y pense tout le temps, et donc l'organisme génère en permanence ces hormones de stress qui finissent par créer des inflammations et qui finissent même par être délétères. On peut tomber malade de stress. Et quand vous êtes un médiateur ou médiatrice, vous êtes face à des gens chroniquement stressés. Et le travail du médiateur va être de faire baisser même physiologiquement ce niveau de stress. Et l'écoute attentive, le fait de faire parler les gens, le fait de parler et là aussi c'est démontré par des études, le fait d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer sa douleur, fait chuter le niveau de stress. Faisant chuter le niveau de stress, il ouvre des perspectives autres aux médians, et notamment cette façon qu'il aura de cheminer doucement lui aussi vers une forme d'empathie et d'être enfin capable d'écouter ce que peut dire son adversaire, entre guillemets. Donc, Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais là, ce que raconte en fait Carole, c'est vraiment ce qui se passe en médiation, hein. C'est la Tout base, hein, Il y a Mm. une dose de stress au départ où les personnes sont hyper stressées déjà d'être en présence de l'ennemi, presque, enfin, oui, de la personne Ouais. à abattre ou des personnes ennemies, entre guillemets, mais c'est tout à fait ça. oui, Et si le médiateur n'a pas déjà travaillé sur lui, en fait, n'a pas fait aussi, je parle, moi je pratique beaucoup la cohérence cardiaque, par exemple, la respiration, et ça c'est important, peut ça être la fait partie méditation, ça des... peut être le yoga, tu as tout à fait raison. En fait, si Ouais. on est nous-mêmes médiateurs, pas préparés à affronter ça, on Ouais. ne peut pas les aider, on ne peut rien faire en fait. On va rentrer comme eux dans une espèce de boule de stress Mm. on va, qui va nous envahir en fait. Ils vont être contagieux et on va prendre tout ça. Et il y a aussi la préparation en amont et il y a la préparation aussi post-médiation par l'analyse de pratique, qui est très Mm. très importante aussi. Mm. Donc, Exactement. Je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la médiation, c'est un processus. C'est-à-dire que quand on franchit la porte d'un bureau d'un médiateur ou d'une médiatrice, on va rentrer dans un processus qui a des étapes. c'est ça. Et alors, on peut les décrire sous tous les angles, ces étapes. On peut les décrire de façon psychologique, on peut les décrire de façon, la façon du droit, enfin, comme on veut, mais on peut aussi les décrire de la façon neuroscientifique. Il se passe quelque chose dans le cerveau du médiateur et de la médiatrice, mais il se passe quelque chose dans le cerveau des médians. Il y a un déroulé, et c'est ce qui, et notamment cette baisse de stress qui est due au fait qu'enfin la personne, après des années et des années, va enfin être écoutée, elle va enfin pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a de coincé en elle depuis longtemps, cette baisse du stress physiologique, ça a des conséquences. Ça a des Ouais. conséquences psychologiques, ça a des conséquences sur le fait que la personne va soudain se sentir, Plus euh, apaisé. elle va vider son sac, comme on dit. On, on parlait, pardon, on parlait avant de ce cadre de référence dans lequel on rentre. Mm. Oui, Et je crois que c'est probablement mutuel. C'est-à-dire, si moi je viens en tant que médiateur avec un cadre de référence rempli de stress,
En fait, là, je ne sais pas symboliquement. Est-ce qu'il y a chacun son cadre et puis les cadres se mélangent, fusionnent, ou bien je rentre dans le cadre de l'autre? Je ne sais pas trop, là, je réfléchis à toi. Ouais. Mais je crois qu'il y a quand même un risque. Si moi, je viens avec un cadre euh, rempli de stress, si l'autre il rentre dans mon cadre, enfin, il prend le stress, le mien en Exactement, plus. exactement. C'est-à-dire que le médiateur ou la médiatrice ne doit pas arriver en état de stress, c'est évident. Et d'ailleurs, les études sur Mathieu Ricard et sur d'autres grands méditants l'ont montré. Ce sont des gens qui sont capables, par exemple, ils sont en pleine méditation. Ils ont ce fameux casque, vous savez, vous imaginez le casque avec les capteurs Les capteurs, bien sûr. voilà, sur la tête. Et puis soudain, alors il y a eu cette expérience qui a été faite. Soudain, on va faire exploser un pétard juste à côté d'eux, donc quelque chose qui normalement, vous et moi, on fait exploser un pétard par surprise à côté de nous, on va faire un bond, c'est absolument évident que, on va être surpris, on va être stressé, hein, on va réagir. Eux, non. C'est-à-dire que eux, ils sont dans un tel état d'apaisement, en quelque sorte, de non-stress, que non. Et ils ont une capacité de résistance Formidable, hein, au stress qui est énorme. Donc, si nous, un état de conscience qui est très, je ne sais pas où le placer, mais oui, mais, ça, ils sont un peu ailleurs. ils sont quelque part dans un état supérieur, cognitif supérieur, parce que je disais tout à l'heure, c'était l'un des plus hauts degrés Ouais, cognitifs, de hein, la l'empathie. pyramide. Ils sont dans cet état où ils ne sont plus sensibles au stress. Et donc, sans aller jusqu'à ces postures qui sont celles des très grands méditants, hein, qui ont des heures et des heures de méditation derrière eux, le médiateur, lui, il doit arriver effectivement dans un état entre guillemets de neutralité cérébrale, si je puis m'exprimer ainsi, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui lui permet effectivement d'accueillir la, le stress d'autrui, l'histoire d'autrui, sans en être affecté, sans y être embarqué et en faisant son travail de mise de maïotique en quelque sorte, de faire parler l'autre. Mais en parlant, en se déchargeant de son stress, en pouvant s'exprimer, le médian, lui aussi, il fait à son niveau ce même travail. Il se met petit à petit dans le cadre. Il arrive à faire ce pas de côté qui lui permet de mieux comprendre son adversaire au cours Mhm. du processus. C'est-à-dire qu'il y a une petite porte qui va s'ouvrir et où il va se dire, bah, oui, je suis peut-être effectivement capable d'écouter ce que me dit l'autre, ce fameux point de bascule dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un message aussi aux instituts de formation et puis aux fédérations. Chez nous en Suisse, tous les 3 ans, il faut faire preuve de ces formations continues dans le droit, etc. Ben, je crois qu'il faut rajouter ça, la pratique, La la méditation. bonne conscience, méditation, yoga. Mais Le franchement, yoga aussi. Moi, je sais parce que je pratique depuis un certain temps le yoga et c'est très, très aidant. Hmm. bah, Ça, je peux vraiment en témoigner. Il y a un avant et un après Hmm. pratique de yoga. Voilà. alors je sais, alors là je reprends ma casquette de journaliste, je sais que c'est assez difficile, enfin, il a été assez difficile de faire admettre dans le monde scientifique, qui est plutôt parfois un monde un peu scientiste, et qui se méfie à juste titre de certaines pratiques comme la méditation, le yoga ou d'autres. Au début, quand ces pratiques-là ont commencé à être étudiées, il y a eu une certaine méfiance du monde scientifique par rapport à tout ça. Aujourd'hui, plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands neuroscientifiques ne sourient plus de façon ironique quand on leur parle de méditation ou de yoga, hein, et pas plus qu'ils ne rigolent quand on leur parle d'hypnose. La preuve, c'est que des opérations se font sous hypnose. Donc, il y a vraiment des effets sur le cerveau. Et donc, effectivement, c'est pas un simple amusement que de faire du yoga ou de la méditation quand on est médiateur ou médiatrice. Ça peut tout à fait faire partie de Ah sa oui, pratique. il faut même. Il Il faut. faut. C'est Ou du nécessaire. sport, Oui, aussi. voilà. Mais en tout cas, il faut travailler ça. Il faut travailler tout ce qui peut aider son cerveau à être le plus à même d'entrer en empathie. Il Bien. reste plus qu'à proposer peut-être aussi aux scientifiques de venir nous mettre un casque sur la tête et voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du médiateur?
Exactement, mais Privilégié. ça serait passionnant. Et donc, ils l'ont beaucoup fait pour les médecins. Ils se sont. Alors, aux États-Unis, vous savez, où il y a des procès pour tout et n'importe quoi, des études ont été faites et on s'est rendu compte que les médecins qui étaient empathiques au sens dont qu'on connaît là désormais, c'est-à-dire au sens scientifique du mot empathique, étaient beaucoup moins attaqués sur le plan juridique que les autres, parce que Hmm. bah, ils exercent mieux leur métier et ils savent beaucoup mieux apporter ce dont a besoin la personne malade, c'est-à-dire cette écoute, cette aide, sans que ce soit une, un emballement de leur part, si je puis dire. Donc vraiment, effectivement, ce serait intéressant maintenant que les scientifiques viennent poser des casques avec capteurs sur la tête des médiateurs et des médiatrices. Tout ça grâce aux ressources du cerveau. Exactement, ce Pourquoi on qu'on les appelle donc exploite pas? la plasticité cérébrale, qui a été aussi une révolution dans le monde des sciences. Ça date maintenant un petit peu, ça date d'il y a une vingtaine d'années qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait reconfigurer son cerveau, qu'on pouvait le faire travailler, que c'était pas un objet rigide qui perdait ses neurones tous les 4 matins, mais que bien au contraire, vous vous souvenez de cette fameuse étude sur les cerveaux des taxis londoniens où on s'était rendu compte que la zone de repérage géographique était extrêmement développée chez les chauffeurs de taxis londoniens, puisque Londres est une ville très compliquée du point de vue de sa circulation. Et donc, ce qui prouve bien que quand on travaille une partie de son cerveau, on la développe. Donc, Hmm. c'est important. Maintenant, avec le GPS, je ne sais pas comment sont les taxis, le cerveau Oui, des exactement. taxis londoniens. Sous-développé maintenant, hein, parce que avec les téléphones portables, on a tout. Donc, pour faire la boucle avec le début, tu parlais de plasticité du cerveau. Oui. Euh, donc, c'est la pratique du sport, le yoga, etc. Donc, ça contribue à la plasticité du cerveau. Oui, Donc, en fait, ça oui, développe c'est mon cerveau. favorable. Ça fait, voilà, c'est. Oui, c'est favorable. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que le métier de médiateur ou de médiatrice? Les outils, il n'y a aucun outil à disposition du médiateur ou de la médiatrice, sinon son cerveau. Il Hmm. n'a que ça pour travailler. Il n'a pas de guide, il n'a pas il n'a pas de. Enfin, vraiment, on est, comment dire, on est dénudé face à. On arrive comme ça avec son papier, son crayon, c'est tout ce qu'on a Hmm. pour travailler et son cerveau. Donc c'est vraiment son outil de travail. Hmm. Et c'est intéressant que le médiateur ou la médiatrice s'intéresse à regarde sa pratique sous tous les angles, sous l'angle psychologique, sous l'angle neuroscientifique, pour bien comprendre ce qu'il ou elle est en train de faire, Hmm. et pour mieux travailler, pour comprendre pourquoi ça peut fonctionner. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je n'offre qu'un angle. Il faut s'intéresser à tous les autres, la communication non verbale, ce qu'on dit, la façon dont La on le dit, synergologie. etc. Tout ça, c'est pas des neurosciences, tout ça, c'est autre chose. Il y a plein d'autres outils, mais il y a aussi les neurosciences. Oui, il y a la synergologie, voilà, c'est ça, c'est l'étude en fait du non-verbal. Exactement, ça c'est Intéressant important. aussi. Ouais. Voilà, donc un médiateur, il a beaucoup de travail à faire, même Oui. si il a pas d'instrument pour travailler, il passe pas de radio, il passe pas de, voilà, il a pas son stéthoscope, mais voilà, il a son cerveau pour le faire. L'outil principal, c'est L'outil l'humain. principal, c'est vraiment un métier extrêmement cérébral. C'est, est-ce qu'il y a un autre métier qui est aussi cérébral que celui-là? Enfin, oui, beaucoup de métiers, évidemment. Aussi émotionnel, en fait, il se passe beaucoup de choses, hein, Il en se passe médiation. effectivement beaucoup de choses. Donc, il faut beaucoup aussi, enfin là, j'ai aussi développé ça dans mon livre, mais là, on va peut-être pas le faire mais j'ai évidemment beaucoup développé les émotions, hein. Qu'est-ce que sont les émotions? Les recherches de Antonio Damasio, qui a travaillé sur ce point, qui sont très importantes. Donc, il faut que le médiateur ou la médiatrice connaisse ça sur le bout des doigts Hmm. pour pouvoir travailler. On peut pas en faire l'économie. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les travaux d'Antonio Damasio, il faut les C'est vrai. connaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, Mm. il y a des lectures à faire. Il y a Carl Rogers, évidemment, il y a tous les grands maîtres de la pratique, mais aujourd'hui, il y a d'autres penseurs qui sont du côté scientifique qu'il faut aller lire absolument.
Goldman aussi, qui a beaucoup parlé de l'intelligence, comment développer l'intelligence justement L'intelligence émotionnelle. émotionnelle. Et Ouais. c'est une clé pour le médiateur, en fait. Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça, dans mon livre, il y a une biographie, une bibliographie, pas une biographie, une bibliographie qui C'est donne impressionnant d'ailleurs. un certain nombre de pistes, un certain nombre de noms de chercheurs à connaître absolument et dont on peut. Bon, il y a des très grands scientifiques français comme Yves Agide qui ont beaucoup travaillé sur le cerveau. Hein. Il faut aller lire les études d'Yves Agide. Tout ça est publié, la plupart chez Odile Jacob, qui est une éditrice scientifique qui est tout à fait Goldman, connue ouais. et accessible. Hein, dans toutes les librairies, vous avez des livres d'Odile Jacob. Vous avez Jean de Séty, qui est un très grand neuroscientifique français qui, lui, travaille aux États-Unis et qui, lui, a donné une définition de l'empathie très proche de celle de Carl Rogers, euh, mais à la façon du neuroscientifique. Donc, c'est vraiment des gens. Vous avez Goldman aussi, qui a travaillé donc sur l'intelligence Sur l'intelligence l'intelligence émotionnelle. émotionnelle, qui a fait des livres gros comme des pavés comme ça, mais qui sont faciles à lire, qui sont même très agréables à lire. C'est lui qui a fait beaucoup d'études sur les méditants. Vous avez un jeune chercheur lyonnais qui s'appelle Christophe Hague, qui lui aussi mérite vraiment d'être lu parce qu'il travaille ces matières-là. Ou si c'est pas directement le travail sur la médiation, comme je le disais tout à l'heure, on peut la rapporter. C'est-à-dire que le médiateur, il doit aussi faire ce boulot, rapporter les recherches qui sont faites dans d'autres domaines à sa pratique. Hein. Ouais. Donc, Francis Eustache, je vois, un neuropsychologue, oui, 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 tout à qui a fait. fait Mais un livre aussi, Que savons-nous de nos émotions, qui est voilà. publié, La méthode scientifique, c'est à France. Tout à fait. Et puis, alors, pour citer l'un des premiers médiateurs qui s'est intéressé au fonctionnement du cerveau, je voudrais quand même rendre hommage au professeur Truel, hein, qui est Jean-Luc Truel, oui, en voilà, effet. Jean-Luc Truel, qui est un médiateur, et donc qui s'est formé à la médiation, mais qui est un neuroscientifique hein, de formation. Et donc, ça a été le Sorti un livre premier à aussi. faire voilà. Le premier à écrire des articles qui ont ouvert cette piste. Et moi, mon mémoire, je l'ai travaillé avec lui, D'accord. Donc, voilà, avec son regard. Mm. donc Euh, à la pratique du sport et du yoga, on rajoute la lecture. Ah, on rajoute la lecture. Plusieurs On rajoute ouvrages, la lecture, oui, et la de formation, comme Carole disait Joël, Châtelain. la formation Ouais, continue aussi. Mm. ouais. La Oui, formation oui. Voilà, continue. et Donc pas que la la lecture médiation. de mon livre, hein, la lecture de. Il y a de quoi faire, il y a la Oui, lecture. mais Et puis, est-ce qu'on peut donner aussi des informations justement sur ton livre, Carole, Médiation, comment développer son oui. empathie? Où est-ce qu'on peut le trouver déjà? Alors, il est édité chez un éditeur universitaire. On peut le trouver sur Internet. Mais comme, bon, c'est la distribution des livres en France, on pourrait en faire un podcast qui n'aurait rien à voir dans les podcasts de la médiation, mais c'est très compliqué. On peut le commander sur Internet, sur le site de Mm. l'éditeur. Mais Archétype 82. voilà, il est difficile. Ça, oui, Archétype 92, mais il est difficile de le trouver en librairie parce que le système de distribution est fait autrement. Voilà. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole. Vraiment, c'est très, très enrichissant. Il y a C'est encore beaucoup à dire. On peut passer des heures et des heures. C'est passionnant. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, hein, lire, lire, lire Oui, et vraiment, vraiment, comme tu le disais, il faut se faire de la formation continue. Donc, les auteurs qu'on a cités là rapidement tout à l'heure, c'est des passages obligés. Hein. Aujourd'hui, on peut pas ne pas lire l'intelligence émotionnelle, on peut pas ne pas connaître Damasio, voilà. Sinon, on peut être médiateur Et il y a sans, la revue intermédiaire aussi, hein, et qui parle la en long revue et en large de intermédiaire. tous les sujets en rapport avec la Voilà, méditation. exactement. Il faut se tenir informé des derniers développements. Il n'y a pas de raison que ce soit, que dans ce métier, soit différent de celui de la pratique Pour plus. d'un médecin. Voilà, il faut se Mm. former. Mm. Merci beaucoup, Carole. C'est très enrichissant. Je crois que les médiateurs, médiatrices et toute autre personne qui nous écoute ont beaucoup profité. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup appris, beaucoup Nous profité. Je te aussi, oui, remercie tout à vraiment fait. beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ce travail que j'ai fait et qui a permis cet éclairage. J'espère que maintenant d'autres prendront la suite. Et peut-être toi aussi, Carole, non? Une suite au Euh, livre?
Pour l'instant, moi, Voyons avec des j'ai des médiateurs cette occupations, fois-ci. comme je le disais, plus journalistiques. Je préside une très grosse association, la plus grosse association française des journalistes scientifiques. Ah, Si je trouve le temps de m'y replonger, je le ferai avec plaisir. on l'espère. Et avec les médiateurs cette fois-ci, main dans la main, pour écrire encore Voilà. plus. Merci beaucoup, Carole. À Merci à vous pour bientôt. votre À invitation bientôt. et très bonne journée. À Plaisir, toi merci. aussi. À bientôt, Carole. À bientôt. Salut Pascal. Ciao, ciao.